En 2023, le monde a été dévasté par une brume blanche qui a créé une zone de mort immense. Mais près de cette brume, certains humains et animaux ont commencé à développer des pouvoirs, devenant des psychiques ou des monstres. En 2222, nous sommes dans un village enneigé, juste à la limite de cette zone interdite. Une femme roustaquine son frère sur ses mauvaises performances après seulement 1 heure d'entraînement. Elle l'aide littéralement à franchir un mur tandis qu'il se plaint que son corps ne suit plus. Elle lui dit méchamment qu'il est bon à rien parce qu'il n'exerce pas assez ses jambes. C'est ce qu'on appelle la dure réalité. Il serre les dents et lui demande de bien observer sa prochaine tentative. Perchée au-dessus, elle utilise des jumelles tandis qu'il lève une main, l'air totalement terrifié. Il s'avère que notre garçon tente de franchir un mur invisible depuis 7 ans. Tous ses efforts, des explosifs aux échelles, se sont soldés par un échec cuisant. Pour ne rien arranger, il souffre d'épisodes de cécité qui ne font qu'empirer. Cette même détresse se lit sur son visage dans le présent. Il est coincé entre 2 hommes âgés qui ne font que se disputer à son sujet. N'en pouvant plus d'attendre, il serre le poing, décidant qu'il doit agir lui-même. Plus tard cette nuit, alors que sa sœur dort, une lueur rouge sinistre apparaît derrière une porte brisée. Il se faufile dans sa chambre pour vérifier si elle dort, comme dans un film d'horreur classique. Sa réaction est sans surprise, sans blague, très calme et posée. Ignorant son insolence, il lui dit de prendre grand-père Mu et de partir maintenant. Mais elle a déjà entendu ça, promettant que c'est elle qui brisera le mur pour lui. Au lieu de discuter, il l'aborde en lui faisant une promesse silencieuse qu'elle s'endort. L'histoire revient 7 ans en arrière, le jour où la brume blanche a englouti la ville. Pendant l'évacuation chaotique, sa petite sœur tombe et manque de disparaître dans la foule. Alors qu'elle est sur le point d'être perdue, un jeune garçon, notre héros, tend la main pour la sauver. Les larmes aux yeux, elle le regarde alors qu'il promet qu'ils échapperont ensemble à ce cauchemar. C'était la promesse qu'il a faite, rester avec elle jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de briser le mur. De retour dans le présent, il sait qu'il peut attendre, mais l'état de grand-père Mu décline rapidement. Le seul moyen de sauver le vieil homme est de trouver une colonie humaine hors de cette prison. Il est aussi convaincu que cette zone interdite ne cherche qu'à le piéger, alors ils doivent partir. Soudain, sa sœur se réveille et le prend au dépourvu, refusant de le laisser seul. Étouffé, il tente de prononcer son noble discours, lui demandant de l'abandonner à son sort. Changeant de tactique, il lui suggère de devenir une puissante psychique pour revenir le protéger. Miraculeusement, cette psychologie inversée fonctionne et elle commence à réfléchir à l'idée. Elle accepte le plan, disant qu'elle va préparer leur départ à son grand soulagement. Mais d'abord, elle le serre dans ses bras par derrière, lui demandant de rester un peu plus longtemps. Alors qu'elle pense à sa chaleur, il ne peut s'empêcher de se dire qu'elle est vraiment épuisante. Le lendemain matin, notre guet dehors, déterminé à lancer leur plan de départ. Pendant ce temps, sa sœur part en voiture avec grand-père Mu, déjà méfiant face à tout cet équipement. Son excuse est qu'il s'agit juste d'outils, ce qui est peut-être le pire mensonge de l'histoire. Grand-père Mu n'y croit pas une seconde et lui reproche de lui cacher quelque chose. Il réalise la vérité et lui demande frénétiquement d'arrêter la voiture. Ils ne peuvent pas laisser le garçon. Alors que sa sœur quitte la ville en trombe, notre garçon marche seul dans la cité enneigée. Il pense à la brume blanche, une zone de mort vieille de 200 ans qui ne cesse de grandir. Avec détermination, il se prépare à affronter la mystérieuse zone, restreinte tout seul. Apparemment, ce lieu a des règles cosmiques strictes, et les briser signifie une mort immédiate. Les seules informations proviennent d'un livre de règles imparfait qui a coûté d'innombrables vies. Quiconque entre est censé abandonner tout espoir, ce qui est toujours très encourageant. Il se souvient avoir survécu ici il y a 7 ans, et il est revenu pour s'échapper ou mourir. En marchant dans les ruines, il reste aux aguets face à ce que cette zone lui réserve. Soudain, une énorme explosion de lumière surgit au plus profond de la ville, le prenant au dépourvu. Il court vers la source, dépassant des fleurs qui n'ont rien à faire dans ce désert gelé. La lumière provient d'un quartier entier couvert d'arbres roses vibrants et impossibles. Stupéfait, il réalise qu'un écosystème prospère existe dans la brume, une découverte capitale. Il est si ravi qu'il appelle cela un paradis, prévoyant déjà d'y emmener sa famille. Après avoir lavé un fruit étrange en cristal, il décide de faire une pause déjeuner. Avec la nourriture supplémentaire emballée par sa sœur, il sort une marmite pour cuisiner chaud. Pendant un instant, il est juste un gars qui profite d'une soupe dans un paradis post-apocalyptique. Mais soudain, ses yeux se révulsent et sa cuillère s'arrête juste avant sa bouche. Sa cécité intermittente est revenue au pire moment possible, comme d'habitude. Debout dans le noir, il tente d'attendre, espérant que cela ne durera que quelques secondes. Sauf que cette fois, ses yeux brillent d'un bleu éclatant et il voit tout parfaitement. Grâce à ses yeux brillants, il voit une liste de règles tatouées sur son propre bras. Sa réaction est un « c'est quoi ce délire ?» tout à fait compréhensible. Ce sont les règles réelles de la zone et les briser signifie une mort instantanée. Une réalisation terrifiante le frappe alors qu'il fixe le texte brillant d'un autre monde. Mais aussitôt apparu, la vision et les règles disparaissent de son bras. Il fait le lien. Il s'est lavé les mains avant de manger. C'est la seule raison pour laquelle il vit.
Il pense immédiatement avoir trouvé le code triche ultime pour devenir immunisé contre tout. Tenter de réactiver son nouveau super pouvoir se solde par une chute spectaculaire. Son talent semble totalement incontrôlable, ce qui est typique de sa chance. Il en déduit que la cécité a été déclenchée par la consommation de cette viande de monstre. Il se souvient que la viande de monstre peut booster les pouvoirs psychiques, il en a besoin de plus. Pendant ce temps, pas très loin, un camp de la veille de nuit surveille cette zone. Un homme sévère reçoit une alerte sur son téléphone concernant des fluctuations énergétiques. C'est Lixin, capitaine de la veille de nuit, qui rassemble immédiatement son équipe. Son escouade arrive en courant, une équipe de spécialistes prêts pour le combat. D'abord Yang Hu, le colosse du corps à corps, qui salue avec vivacité. Ensuite Zhao Leng, le sniper, l'air cool avec son cache-œil. Enfin Zhou Xiaomeng, la support, un peu trop joyeuse pour ce travail. Elle commence par sermonner son capitaine pour ne pas s'être soignée. Li Xin l'ignore et briefe l'équipe sur leur mission, récupérer les cristaux psychiques. L'équipe commence à discuter, rappelant qu'ils viennent de s'échapper et que leur capitaine est blessé. Mais Li Xin frappe le poing sur la table, rappelant que les cristaux valent tous les risques. Malgré leurs plaintes, l'escouade se met au garde à vous, prête à obéir. 30 minutes plus tard, ils sont de retour avec un détecteur de cristaux en tête. À l'intérieur, Li Zik ordonne à Yang Hu de passer devant avec le détecteur. Yang Hu s'élance avec une vitesse impressionnante, boosté par ses pouvoirs psychiques. Bien sûr, un monstre gigantesque et baveux fait son entrée fracassante. La bête bondit, poursuivant l'escouade à travers les rues en ruine. Elle saute très haut pour tenter d'écraser Lixin avec un bond dévastateur. Le capitaine crie à son sniper d'arrêter le monstre avant qu'il n'atteigne son éclaireur. Zhao Leng vise calmement avec un fusil qui ressemble à un canon. Une balle chargée d'énergie psychique déchire de l'air, visant droit sa cible. Depuis son toit, il envoie le tir à travers tout le quartier. Le monstre semble sentir le danger une fraction de seconde avant l'impact. Le projectile finit par fracasser directement son crâne avec une force explosive. Yang Hu exulte alors que le mur derrière la créature explose sous le choc. Avec un trou dans la tête, la bête s'effondre, l'air bien mort. Mais alors qu'il célèbre, un nouvel inconnu atterrit sur le mur au-dessus du monstre. C'est notre garçon, qui a conjuré tout un arsenal de lances dorées dans les airs. Il lance son attaque, lance dorée, sans fleurs, prête à achever le travail du sniper. Il hurle, déchaînant toute sa puissance sur le monstre au sol. Une salve de lances dorées tombe du ciel, un véritable bombardement magique. La bête est déchiquetée, subissant toute la force de la pluie dorée. Sauf qu'elle n'est pas morte et rugit avec une onde de choc bleu qui dévie tout. Le capitaine Lixin est pris dans l'explosion, et son bras commence à se décomposer jusqu'à l'os. La support, Zhou Xiaomeng, panique en voyant ce qui lui arrive. Elle lui tend son propre bras en lui criant de la mordre. Une technique de soin très étrange. Sans hésiter, il mord, et une énergie verte de soin coule vers son poing. La lueur verte se propage, régénérant instantanément son bras de l'os à la chair. Pendant ce temps, le monstre, désormais remis, grimpe au mur pour se venger. Il se retrouve face à Lixin, prêt à le déchiqueter avec ses griffes. Mais le capitaine ne bronche même pas, le fixant avec une détermination pure. Il déploie une barrière dorée, bloquant le saut du monstre à la dernière seconde. Avec le monstre coincé, il crie à son sniper de faire feu. Une fraction de seconde plus tard, une autre balle psychique percute la bête. Cette fois, le tir lui explose la tête. Cette fois, il ne se relèvera pas. Depuis son perchoir, Zhao Leng éjecte la douille, c'était juste un jour de bureau. Au-dessus du cadavre, Li Xin explique que l'énergie psychique attire les monstres. Il s'inquiète pour Yang Hu, toujours seul, et ordonne à l'équipe de bouger. L'escouade s'enfonce dans les ruines enneigées pour continuer sa mission. Yang Hu, en éclaireur, s'arrête brusquement et hume l'air. Quelque chose sent délicieusement bon. L'escouade suit l'odeur jusqu'à un toit et leurs mâchoires se décrochent. Un gamin random mange tranquillement une fondue au milieu d'une zone de mort. Il savoure chaque bouchée, totalement inconscient du monde qui l'entoure. Son expérience culinaire est interrompue par une voix juste derrière lui. C'est Yang Hu pointant une lame d'énergie sur sa gorge pour exiger son identité. Notre garçon, Shiki, panique et dit qu'il est une personne normale, avec un peut-être douteux. Lixin n'y croit pas une seconde, son radar à suspicion est au maximum. Il suppose que Yeshiki est un criminel dangereux et ordonne à Xiaomeng de l'analyser. Avec un sourire confiant, Zhou Xiaomeng sort son détecteur d'identité. Elle le pointe sur Yeshiki, qui essaie juste de se rendre sans renverser sa soupe. Mais les résultats sont déroutants. Aucun dossier criminel et des pouvoirs sous le rang. Lixin est encore plus confus. Comment quelqu'un d'aussi faible a-t-il survécu? Il lance un regard noir à Yeshiki, qui panique intérieurement. Désespéré, il cherche un moyen de calmer la situation tendue. Sa solution brillante est d'offrir une bol de soupe à l'escouade surarmée. Avant que quiconque n'accepte, Li Xin voit des symboles sinistres apparaître dans le ciel. Le groupe lève les yeux, réalisant qu'une horde de monstres mutants arrive. Li Xin comprend vite. Le bruit de leur combat a attiré l'attention. Il ordonne à Xiaomeng d'évacuer Yeshiki pendant qu'il affronte la horde. Xiaomeng panique, demandant ce qu'il compte faire contre une telle armée. Li Xin, rayonnant d'énergie dorée, déclare qu'il reste pour les retenir.
Il ordonne à Xiaomeng de partir en déclenchant un pilier de lumière massif. Le souffle psychique doré pulvérise la première vague de monstres mutants. Pendant qu'elle s'inquiète, Yeshiki se souvient de l'avertissement de son grand-père. Les psychiques sont tous des criminels. Son premier instinct est de sauver sa soupe, un homme de goût, même en crise. Xiaomeng le balance sur l'épaule, ignorant ses cris pour sa soupe. Il a un flashback sur la façon dont les psychiques traitent les normaux comme de la poussière. Il se souvient de les avoir vus tuer des gens par pur plaisir. Il est avec les gentils. Alors qu'il saute sur les toits, il regarde le combat s'intensifier en bas. Sa technique de sauvetage est un ajustement chiropratique digne de l'enfer. Il hurle qu'elle lui casse le dos, ce qui semble être une plainte valide. Elle menace de le lâcher, mais il voit quelque chose d'incroyable. Au sol, Li Xin a invoqué un guerrier doré colossal pour combattre la horde. Xiaomeng confirme fièrement que c'est leur capitaine en mode divin. L'avatar doré brandit sa lance, prêt à libérer la dévastation totale. D'un coup, il taille à travers les monstres comme s'ils étaient en papier. Yeshiki est sans voix, n'ayant jamais vu une telle puissance auparavant. Elle lui apprend fièrement qu'ils sont la veille de nuit. Il tombe des nues. Dans le choc, il réalise qu'ils approchent de la limite de la brume blanche. Alors qu'ils foncent vers la sortie, ils réalisent qu'ils vont s'écraser contre un mur invisible. Il supplie Xiaomeng de s'arrêter, mais elle refuse catégoriquement. Il s'agite, prétendant qu'il est malade et qu'il va mourir s'il passe le pont. Puis il réalise que ses ordres sont absolus, une règle de la veille de nuit. Ce mot « règle » déclenche un souvenir de son tatouage sur le bras. Un flashback le frappe avec la clé. Le seul moyen de passer est un chemin invisible. Avec ses yeux brillants, il a un éclair de génie sur la façon de s'échapper. Le seul problème est qu'il n'a aucune idée de ce qu'est un chemin invisible. Après réflexion, il conclut que le chemin invisible est invisible. Quel génie! Son cerveau fait le lien, il faut fermer les yeux et courir droit devant. Sans avertissement, il pousse Xiaomeng, la prenant totalement par surprise. Ils tombent tous les deux du pont dans un plongeon spectaculaire. Yeshiki atterrit parfaitement sur des décombres, comme s'il l'avait prévu. En regardant devant, il voit une pelouse verte dont il rêvait depuis 7 ans, il est libre. Il perd la tête, levant les bras en criant qu'il est enfin libre. Sa fête est écourtée par un interrogatoire dans une base, où on lui demande une pièce d'identité. À l'intérieur, un visage familier lui demande son âge, 17 ans. L'interrogateur est Xiaoleng, le sniper, avec ses questions très sérieuses. Il arrive à la grosse question: que faisait un civil dans une zone de mort? La réponse de Yeshiki est parfaite. Il mangeait une soupe et l'a perdue à cause d'eux. Xiaoleng commence en disant que la brume a un taux de mortalité de 99,96%. La réponse de Yeshiki est qu'il y est allé spécifiquement pour mourir. Le sniper lui demande de ne pas plaisanter avec la veille de nuit. Le face-à-face était interrompu par Li Xin, qui entre en ressemblant à une momie. Li Xin balaie les inquiétudes, insistant sur le fait qu'il ne mourra pas de ses blessures. Il rappelle à Yeshichi le dieu de la guerre dorée pour révéler que c'était lui. Le capitaine demande comment un normal a survécu 7 ans dans cet enfer. Il explique qu'il essayait de partir mais qu'il a été arrêté par un mur invisible. Cette nouvelle déroute l'escouade, personne n'a jamais entendu parler de ça. Yeshiki prépare à leur raconter toute l'histoire, depuis 7 ans. Xiaomeng pleure déjà, trouvant son histoire incroyable avant même qu'il ne commence. Li Xin théorise que ses yeux cachent sa vraie puissance au détecteur. Pour confirmer, le capitaine ordonne un test immédiat de la vision de Yeshichi. Yang Hu sort un couteau et lui dit de bien regarder. Avec une vitesse incroyable, Yang Hu enchaîne une rafale de coups psychiques. Quand on lui demande le compte, Yeshichi répond tranquillement. 67 coups. Li Xin réévalue son niveau, le classant au moins rang C avec une vision améliorée. Il suggère un autre test, ajoutant que s'il y a un problème, ils le disséqueront. Yeshichi est traîné au loin, hurlant qu'il ne veut pas devenir un projet scientifique. Une fois parti, Yang Hu demande au capitaine s'il croit vraiment à cette histoire folle. Li Xin réfléchit, le gamin est un menteur, mais il n'a pas l'air méchant, juste un peu bizarre. C'est ainsi que commence le test, alors qu'un médecin aux cheveux bleus pousse Yeshiki, solidement attaché. Notre garçon affiche son meilleur sourire de « je ne vais pas me laisser disséquer », qui ne trompe absolument personne. Elle se présente comme Novo, le messie rang de puissance, du modeste rang E au légendaire rang S. Elle explique que les 2 rangs supérieurs sont si rares qu'ils représentent moins de 1% des psychiques. Elle poursuit en listant les types de psychiques d'élite, une sorte de liste des cibles à chasser. Novo lui dit de ne pas s'en faire pour son rang C, car c'est respectable dans l'ensemble. Yeshiki comprend que son grade C+, est la raison de sa nouvelle vision à rayon X. Puis elle l'avertit, ses pouvoirs de voyeur pourraient attirer l'attention d'autres psychiques. Notre garçon panique, bégayant qu'il est encore un débutant total avec ses super pouvoirs. Voyant son potentiel, elle lui offre une bourse pour l'académie psychique, vu la rareté de son talent. Cet endroit est comme Poudlard, mais pour psychique, le terrain d'entraînement le plus élitiste du pays. Bien sûr, c'est extrêmement difficile d'y entrer, avec une fraction infime d'élus chaque année. Yeshiki se lève, révélant qu'il a toujours rêvé de devenir psychique pour rejoindre la veille de nuit. Avec des étoiles plein les yeux, il demande s'il a une chance de réaliser son rêve.
Novo lui remet une carte d'identité psychique et lui dit de partir sans retourner dans les zones mortes. Il serre sa carte, sidéré de ne pas finir comme une expérience scientifique après tout. Elle rit, avouant que la menace de dissection de Lizine n'était qu'un coup de bluff très efficace. Désormais libre, la première pensée de Yeshiki est de retrouver son grand-père et son ami. L'histoire revient 8 heures en arrière, montrant une voiture seule dans une ville enneigée. On voit son grand-père rongé par la culpabilité, se blâmant pour ce qui est arrivé à Yeshiki. Son amie Rousse dit qu'ils ne peuvent plus l'aider maintenant qu'il est entré seul dans la zone. Elle promet alors solennellement au vieil homme qu'elle deviendra psychique pour le secourir. Mais leur moment est interrompu par une explosion massive dans la rue. Une horde de monstres rhinocéros enragés, aux yeux luisants, fonce droit sur eux. La jeune fille et le grand-père sautent dans leur van pour une fuite désespérée. Dans la rue enneigée, ils sont poursuivis par le troupeau de rhinocéros furieux. À l'arrière, la brillante stratégie de défense du grand-père consiste à lancer des caisses au hasard. L'une des bêtes prend une caisse en plein visage, ce qui semble seulement l'énerver davantage. Le vieil homme réalise qu'ils n'ont plus de munitions et que les monstres se rapprochent. Il crie à la fille de fermer le haillon avant de finir dévoré. Trop tard, un rhinocéros massif est contre le pare-choc, prêt à déchiqueter le van. Le monstre attrape le grand-père qui tente désespérément de maintenir la porte fermée. Depuis un toit proche, un personnage mystérieux observe toute la scène. Ce colosse plonge dans la mêlée, son poing brillant d'énergie bleue alors qu'il frappe un monstre. Déjà dans le van, il vient de sauver le vieil homme d'une mort certaine. Le nouveau passager, blessé, leur cri de conduire et de ne surtout pas s'arrêter. Avec une accélération soudaine, ils réussissent à distancer le monstre. En regardant derrière, ils voient que leur sauveur a laissé quelques bêtes KO sur la route. Dans le véhicule, le grand-père s'inquiète des blessures, mais la fille veut savoir qui est cet homme. Le héros coupe court, les prévenant que le danger est loin d'être écarté. Juste au moment où deux mains rouges luisantes perçant le toit du van. Un gros plan montre les griffes monstrueuses déchirant le métal comme du papier. Du ciel tombe leur prochain problème, un oiseau monstre géant et terrifiant. Le héros sort, disant aux autres de conduire pendant qu'il gère cette nouvelle menace. Il donne à la fille un cristal vert brillant, lui disant de l'apporter à l'armée. Soudain, elle pile sur les freins, le visage figé par la panique, car cet oiseau monstre géant plonge sur le van comme un missile à plumes. Le héros enfonce son poing brillant dans le bec, l'empêchant de les mettre en pièces. Avec une explosion d'énergie bleue, il repousse le visage du monstre hors du van. Il hurle à la bête de partir, mettant toute sa puissance dans le coup de poing. Alors que le van s'éloigne, il reste seul dans la rue face au monstre. Il leur demande juste de promettre de livrer le cristal, confiant sa vie à ces inconnus. Jurant de ne pas mourir inutilement, il se prépare pour son dernier combat héroïque. Le grand-père demande s'il l'abandonne vraiment, mais la fille insiste sur le fait qu'ils doivent obéir. Elle fixe le cristal, se demandant ce qui justifie un tel sacrifice. Alors qu'elle le saisit, le cristal émet une lumière verte aveuglante. Cette énergie l'engloutit totalement, ses yeux écarquillés par le choc et la confusion. Une onde de choc massive se propage depuis le van, inondant toute la rue. Le héros est pris dans l'explosion alors que l'oiseau monstre allait l'abattre. Il lève les yeux, stupéfait par cette soudaine et écrasante décharge d'énergie. De l'explosion, une main spectrale géante se forme et balaie le monstre comme une mouche. L'oiseau est catapulté dans les airs, envoyé au loin par cette force mystérieuse. Il reste là, à regarder le monstre battre en retraite tandis que des plumes tombent du ciel. Perplexe, il demande juste « Que s'est-il passé ?» Mon gars, on se pose la même question. Le héros reste planté là, stupéfait par le spectacle lumineux dont il vient d'être témoin. Il comprend vite. Ce cristal a dû fusionner avec quelqu'un dans le van. La scène change pour une ville enneigée où une voix appelle faiblement une certaine Schwanger. C'est le grand-père, qui se réveille dans un centre médical high-tech et exige des réponses. Il attrape un responsable, demandant frénétiquement s'ils ont vu sa petite fille. Une femme aux cheveux violets pointe du doigt et demande s'il parle de la fille là-bas. Ses yeux s'écarquillent d'horreur face à ce qu'on lui montre. Sa petite fille flotte à l'intérieur d'un cristal vert massif dans un labo. Mauvais signe. Un examen plus proche révèle qu'elle est inconsciente, baignée dans une lueur surnaturelle. Le grand-père perd les pédales, tente de sauter du lit en hurlant à propos de ce qu'ils ont fait. Un scientifique aux cheveux longs intervient, expliquant froidement que son état n'a rien à voir avec eux. Cette explication ne calme absolument pas le vieil homme, ce qui est compréhensible. Le scientifique clarifie que son coma est dû à sa fusion avec le cristal de super-pouvoir. Le grand-père se souvient du rocher vert brillant que le héros a donné à la fille. En lui montrant une tablette, le médecin confirme que le cristal a totalement intégré son corps. Le vieil homme demande la suite, alors qu'un scan montre son corps réécrit par l'énergie. Si tout se passe bien, elle se réveillera en tant que psychique grâce à sa constitution latente. Le grand-père rétorque qu'elle n'a jamais eu de pouvoir, alors comment peut-elle devenir une psychique forte ? Le médecin explique que certains pouvoirs s'éveillent tard ou sont supprimés par la présence d'autres. Il conclut qu'elle est peut-être un cas unique sur 1 million, un spécimen rare de ce phénomène.
Le scientifique explique que bien qu'elle soit stable, sa vie est toujours en danger, car cette poussée d'énergie massive l'a mise sur le radar des disciples de Dieu. Le grand-père ne comprend rien, il n'a aucune idée de qui sont ces nouveaux méchants. Le médecin précise qu'il s'agit d'un groupe terroriste composé entièrement de psychiques. Super. Leur thèse est qu'un dieu dimensionnel arrive, et que les zones interdites sont le tapis de bienvenue. Ils complotent pour anéantir l'ancien monde en préparation de l'arrivée de leur dieu. Il ajoute que le culte croit que seuls les psychiques les plus puissants sont dignes de les rejoindre. Comme son pouvoir ne peut être caché, ils tenteront de la recruter comme l'une de leurs apôtres. S'ils refusent de rejoindre leur club de fin du monde, ils la tueront, tout simplement. Mais si elle se convertit, la veille de nuit devra l'éliminer, elle est donc condamnée. Ailleurs, un homme encapuchonné se tient au sommet d'un gratte-ciel, observant la ville. D'un seul regard, il verrouille sa cible, annonçant qu'il l'a trouvée. Il reçoit l'ordre de l'amener pour devenir le 9e apôtre. Ce type, Raven, semble beaucoup trop enthousiaste à propos de sa nouvelle mission d'enlèvement. La scène coupe sur un bus roulant dans les rues enneigées, pour l'instant paisible. Dans ce bus se trouve Yeshiki, regardant par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Toute cette excitation l'a épuisé, il laisse échapper un énorme bâillement. Mais sa sieste est interrompue quand il est violemment projeté en avant. Le bus freine brusquement sur la route glacée. À l'intérieur, le chauffeur hurle, et les passagers lui rendent bien. Il crie à tout le monde de se taire parce qu'il y a un monstre dehors. En entendant ça, les yeux de Yeshiki s'écarquillent. Un monstre, vraiment. Il se précipite à la fenêtre pour voir ce qui se passe. Et effectivement, une bête ailée se prélasse au milieu de la route. La chose a l'air furieuse, avec des yeux violets luisants et un grognement sinistre, ce qui n'est pas vraiment une vue rassurante pour notre garçon. Dans un cri, le monstre prend son envol, volant droit sur eux. Mais le chauffeur sort, révélant qu'il est un psychique de rang D à la retraite de la veille de nuit. Cette légende reste sur ses positions, prête à affronter le monstre de front, jurant de protéger tous ses passagers. Quel chic type. Il affronte la bête dans un éclair de lumière bleue, tandis que Yeshiki regarde, se sentant inutile. Mais il refuse de rester là à regarder ce type se battre seul. Ses yeux commencent à luire alors qu'il cherche désespérément un moyen d'aider. Pendant ce temps, les autres passagers se tairent, disant que c'est du suicide d'aider le chauffeur. C'est là que sa vision au rayon X s'active, lui révélant de nouvelles infos. Il fixe un type costaud avec un bandeau. Il voit soudain son rang et son pouvoir. Rang E, durcissement de peau. Puis, il repère un vieil homme qui est eubluse avec une capacité de feu stellaire. Il réalise que le bus est plein de psychiques trop effrayés ou trop vieux pour se battre. Il réalise que tous les psychiques ne sont pas des héros, et qu'il n'est qu'un type soutien de toute façon. Yeshiki regarde le chauffeur se faire violemment plaquer au sol, mais le vétéran se relève, brillant de puissance et défiant le monstre. Avec un cri de guerre, il saute sur la bête, refusant de tomber sans combattre. Pendant ce temps, les passagers font une crise de nerfs, demandant à être secourus. Un type en costume dit même que le chauffeur devrait les protéger, même s'il doit mourir pour eux. Pour cette idée brillante, il mérite bien la gifle qu'il reçoit du vieil homme. Le grand-père s'énerve, soulignant que le chauffeur est la seule raison pour laquelle ils ne sont pas morts. Il ajoute qu'un ancien membre de la veille n'a aucune obligation de sauver des lâches comme eux. Déclarant qu'il aidera malgré son âge, le vieil homme invoque son pouvoir de feu stellaire. Inspiré, le gars au bandeau se lève aussi, révélant son rang E de durcissement. Yeshiki lâche la mauvaise nouvelle. Le monstre est de rang D+, ils sont donc condamnés. Il sait que s'il reste, il signe son arrêt de mort avec eux. Mais serrant le poing, notre garçon fait un choix. Il ne fuira pas. Il se lève, se présentant comme un psychique de soutien voulant rejoindre le combat. Les autres le fixent, peu impressionnés par son rang E. Il insiste sur le fait que même sans être combattant, il peut être utile dans la bonne situation. Avec détermination, il les rallie pour y aller tous ensemble. Dehors, le chauffeur se fait rouer de coups par les attaques vicieuses du monstre. Il lève sa lame d'énergie, se préparant à ce qui ressemble à un ultime affrontement. La bête ailée plonge, prête à le mettre en pièces. Alors que le chauffeur va être submergé, Yeshiki et les autres arrivent en renfort. Le vétéran leur crie de rester en arrière, trop occupé à ne pas mourir pour babysitter des amateurs. Yeshiki réplique que le chauffeur est empoisonné et qu'il lui reste 3 minutes avant de mourir. Cette nouvelle stoppe net le gars, sa bravade s'évapore instantanément. Notre garçon explique que son pouvoir voit les infos critiques, il est donc sûr de cette mort imminente. Le grand-père au feu stellaire demande confirmation, réalisant que le gamin est leur seule chance. Sans temps à perdre, le vieil homme active ses flammes avec un rugissement furieux. Il lance une boule de feu au monstre, non pour le tuer, mais pour créer un écran de fumée. Le projectile percute la bête en plein visage, un tir parfait de l'équipe senior. Il explose, recouvrant toute la zone d'un épais nuage de fumée. Naturellement, le premier réflexe du chauffeur est de se plaindre de ne rien voir. Le vieil homme attrape la plaie du chauffeur et applique son feu stellaire, ce qui a l'air atroce. D'en haut, on voit qu'il utilise la fumée pour soigner la blessure. Il explique que ces flammes peuvent cautériser la plaie, arrêtant la progression du poison. Le chauffeur doit admettre que les infos du gamin maladif étaient utiles. La fumée se dissipe,
Le monstre est toujours debout, encore plus furieux qu'avant. La bête donne un coup de griffe violette, forçant les deux psychiques à réagir. Le gars au bandeau saute devant, activant son durcissement pour encaisser le coup. Son corps entier brille, absorbant l'impact total de l'attaque dévastatrice. Il prévient les autres que sa défense ne tiendra pas longtemps, donc il leur faut un plan. La fumée partie, Yeshiki se retrouve seul dans la ligne de mire du monstre. Il réalise que la bête est assez intelligente pour cibler le maillon faible en premier. Sans hésiter, le démon ailé plonge du ciel, visant à l'éliminer. Les autres hurlent de fuir, mais le garçon reste planté là, une énergie violette brillant autour de lui. Dans sa tête, il a décidé qu'il en a fini de fuir les monstres comme par le passé. Un flashback lui rappelle son enfance impuissante, mais maintenant, tout est différent. Il active son amélioration visuelle, verrouillant la bête avec ses yeux dorés. Apparemment, en maximisant sa vision, il peut obtenir un effet d'arrêt du temps dans sa perception. Une petite astuce trouvée par accident en regardant par la fenêtre du bus. Il admet toutefois qu'il n'a jamais poussé le pouvoir si loin, c'est un test grandeur nature. Pendant que le gars au bandeau sprint, Yeshiki prépare son arme secrète. Avec un sourire confiant, il décide de se concentrer comme jamais pour réussir. Son pouvoir s'active, montrant des images rémanentes de la séquence d'attaque du monstre. L'énergie violette tourbillonne autour de sa main alors qu'il anticipe le mouvement de la bête. Ce n'est pas une hallucination, c'est de la précognition. Il voit le futur immédiat. Maintenant qu'il sait ce qui arrive, il est prêt à briller majestueusement. Il trébuche sur un caillou et s'étale par terre. Une démonstration magistrale de coordination. Pendant qu'il est au sol, le gars au bandeau passe à côté et décoche un coup de poing à la mâchoire du monstre. La bête et le combattant sont déconcertés, tandis que Yeshiki se plaint de son menton écorché. Le monstre est sonné par le coup, et le moment épique du héros est devenu une comédie burlesque. Yeshiki est juste étalé par terre, son moment de gloire ruiné par un caillou très peu majestueux. Il réalise que ses yeux peuvent prédire les mouvements, mais son corps ne suit pas, un cas classique de lag entre le cerveau et les jambes. Les autres sont stupéfaits, et le conducteur admet que les réflexes du gamin ne sont clairement pas dus à la chance. C'est hilarant, car notre garçon court maintenant pour sauver sa vie en mode chibi, en criant à l'aide. Voyant une opportunité, le conducteur bondit avec sa lame bleue brillante pour en finir lui-même. Il prend de l'élan et assène un coup de poing massif chargé d'énergie directement dans la mâchoire de la bête. Et avec un dernier coup puissant, il envoie le monstre s'écraser au sol pour de bon. La bête enfin vaincue, le conducteur se secoue et dit à tout le monde d'évacuer, le danger est écarté. Ailleurs, un mystérieux homme aux cheveux blancs et son minuscule cheval observe la ville enneigée depuis un toit. Ce type a l'air bien trop détendu pour quelqu'un assis sur le bord d'un gratte-ciel en pleine tempête de neige. Et un gros plan sur ses yeux cicatrisés montre qu'il a certainement vécu des choses sérieuses. Pendant ce temps, Yeshiki descend enfin du bus, l'épreuve du monstre semblant derrière lui. Mais avant qu'il ne puisse partir, le grand-père Starfire l'arrête pour une petite discussion. Il lui dit que le rang n'a pas d'importance et que son intuition lui dit que le gamin est secrètement puissant. Le conducteur et le gars au bandeau sont d'accord, affirmant même qu'il a le potentiel d'être un veilleur de nuit. Notre garçon est complètement stupéfait par ce soudain vote de confiance de la part de ses nouveaux amis. Il devient tout confus, agitant ses mains et promettant de travailler dur, quel idiot. Maintenant seul, il est totalement perdu, sans aucune idée d'où sont son grand-père ou sa sœur Schwanger. Il sort un mot avec un numéro de téléphone pour un travail, se demandant si ça vaut la peine d'appeler. Il lève les yeux et voit un inconnu tenir un téléphone avec sa photo dessus. Génial, un harceleur. Au lieu de fuir, Yeshiki demande joyeusement au type suspect s'il peut lui emprunter son téléphone. Cet homme lui lance le regard le plus désintéressé de l'histoire. En reculant, il lui fait la morale. Les téléphones sont pour les urgences, pas pour les emprunter. Yeshiki sourit, joue les idiots et demande si les téléphones sont chers, un maître de la furtivité sociale. Le type explique que c'est obligatoire pour toute personne de plus de 12 ans, devenant de plus en plus méfiant. Puis il pointe du doigt, se demandant si Yeshiki est une sorte d'étranger pour ne pas savoir ça. Notre garçon est déconcerté, se demandant pourquoi ce type suppose immédiatement qu'il est un méchant. Il s'avère que le gars est au téléphone pour signaler à un agent suspect des disciples de Dieu, et oui, il parle de Yeshiki. Lorsqu'on lui demande une description, il se retourne pour mieux regarder sa cible, seulement pour découvrir que Yeshiki a complètement disparu dans les airs, le laissant totalement confus. Un peu plus loin, notre garçon reprend son souffle, heureux d'avoir réussi à échapper à ce pétrin. Il réalise que ses sens psychiques ont capté l'hostilité du type, déclenchant son instinct de fuite. Mais maintenant, il se demande ce qu'est un disciple de Dieu et ça ne semble vraiment pas amical. Toute cette angoisse existentielle est rapidement remplacée par le fait qu'il meurt de faim et qu'il est désespérément perdu. Regardant la ville immense, il réalise à quel point il est dans la panade, un vrai moment de désespoir épique. Son visage en dit long, un mélange parfait de panique et d'épuisement. Juste à ce moment-là, il aperçoit l'enseigne néon du Red Romantic Bar et décide d'aller voir.
La porte s'ouvre sur une femme aux cheveux violets qui grignote tranquillement, l'air profondément ennuyée. Elle baisse les yeux pour voir Yeshiki debout là, ressemblant à un chiot perdu dans la neige. Et sa première pensée est que ses yeux innocents sont en fait assez mignons, ce qui est une première impression intéressante. Cette femme aux cheveux violets s'approche de lui, l'appelant petit frère, avec une vibe décidément peu fraternelle. Elle lui demande s'il est venu jouer au bar, et notre garçon est juste un désastre rougissant et secouant la tête. En se penchant près de lui, elle lui suggère plutôt de prendre un verre, la pression est totale. Mais son estomac le trahit complètement avec un grondement massif, brisant l'ambiance instantanément. Elle éclate de rire, lui demandant quand il a mangé pour la dernière fois, tandis qu'il rétrécit en mode chibi de honte. Après son rire, elle lui demande son nom et son âge, clairement amusée par ce chiot errant qu'elle a trouvé. C'est alors qu'une femme aux cheveux verts nommée Lily arrive, se demandant qui est le visiteur matinal de Dudu. Lily l'examine depuis la porte, commentant quel beau jeune homme il est. Dudu lui dit de se mêler de ses affaires et se retourne vers Yeshiki, qui bafouille son nom et son âge, 17 ans. Avec un sourire prédateur, Dudu souligne que cela signifie qu'il aura 18 ans l'année prochaine. Mais Lily coupe court avec une blague sauvage, suggérant qu'il voulait dire 17 ans pour une nuit. Elle demande ensuite à Yeshiki si elle a raison, et ses yeux tournent avec une panique pure et non adultérée. Notre garçon prend immédiatement la pause, hurlant qu'il est un citoyen respectueux des lois qui ne fait pas de choses mal qu'elle bouffon. Les deux femmes se regardent, complètement sans voix devant sa déclaration soudaine et dramatique, et puis elles éclatent toutes les deux de rire hilar devant son déni sincère. Dudu explique que le Red Romantic Bar est une marque nationale totalement légitime, pas un antre du vice. Prise de pitié, elle dit à Lily que le gamin est sur le point de s'évanouir de faim et a besoin de nourriture, vite. Alors Lily attrape sa main et commence à l'entraîner à l'intérieur, promettant de lui offrir un grand dîner. Un peu plus tard, Yeshiki caresse son ventre plein, entouré d'une montagne de bols de nouilles vides. Les femmes regardent le carnage, Lily se demandant s'il s'est fait virer pour avoir mangé sa famille jusqu'à la faillite. Dudu demande nonchalamment à Yeshiki pourquoi il erre tout seul dans la ville. Il explique qu'il a été séparé de sa famille et qu'il est maintenant à leur recherche ville par ville. Les femmes sont choquées, se demandant comment il n'a pas peur de mourir de faim tout seul. Notre garçon admet qu'il a besoin de trouver un travail pour continuer à chercher, mais qu'il n'a aucune compétence utile. Lily saute sur l'occasion avec une offre pratique, elles ont besoin d'un serveur. Et c'est un boulot super simple. Les yeux d'Yeshiki brillent pratiquement de joie à la perspective d'un emploi réel. Vient ensuite le piège, il n'y a pas de salaire, et il doit gagner tout son argent grâce aux clients. Dudu se penche, ajoutant que les clientes pourraient très bien le récompenser pour son service de nuit. Son cerveau court-circuite immédiatement, calculant combien de bols de nouilles il pourrait acheter avec cet argent. Mais ensuite, le seul neurone responsable de l'instinct de survie se réveille enfin, remettant en question la partie de nuit. Elle sourit simplement, disant que ses revenus dépendent entièrement de ses compétences de service, ce qui semble inquiétant. Ses yeux s'écarquillent de panique alors qu'il réalise que quelque chose ne va vraiment pas. Pendant une seconde, il essaie de rationaliser, pensant qu'il doit se faire des idées. Mais cette pensée est immédiatement évaporée par les signes dollars maintenant installés en permanence dans ses yeux. Avec une pause dramatique, il accepte officiellement le travail, promettant de travailler aussi dur que possible. Les femmes sont ravies, l'appelant la future star du bar pendant que Lily va chercher ses vêtements. Yeshiki est juste confus au sujet de l'uniforme pendant qu'on lui pince les joues comme un enfant. En regardant le bar de l'extérieur, il admet enfin que cet endroit est définitivement louche. Plus tard cette nuit-là, le club commence à se remplir de couples et de groupes prêts à faire la fête. À l'intérieur, l'endroit bourdonne d'énergie, les boissons coulent à flot et tout le monde s'amuse. Cette soirée débute avec une tournée de boissons pour des clients heureux. Et notre garçon Yeshiki est en salle, élégant dans son nouvel uniforme de serveur. Ses premières clientes de la soirée le repèrent immédiatement, le trouvant beau. Ce trio ne perd pas de temps, l'approchant et lui demandant s'il est le nouveau. Il admet nerveusement que c'est son tout premier jour de travail, de la chair fraîche en gros. Ce que l'une d'elles prend comme une invitation à poser des questions sur les services spéciaux du bar. Notre garçon est complètement perdu, n'ayant aucune idée de ce dont elle parle. Une autre employée lui dit simplement de ne pas s'inquiéter et qu'il s'habituera. Mais Yeshiki fait une crise interne totale, jurant que son âme n'est pas à vendre. Les femmes partent satisfaites de toute façon, promettant de revenir rien que pour lui. Il se retrouve avec une grosse liasse d'argent, réalisant que les citadins veulent juste quelqu'un à qui parler. Et apparemment, tout ce qu'il avait à faire était d'écouter pour être payé et recevoir un baiser sur la joue. C'est un moment de pur choc. Ce travail n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Plus tard dans la nuit, il se lave après les expériences de la journée, pensant à la façon dont sa vie a complètement déraillé par rapport à ce qu'il imaginait. Il se remémore l'éveil de ses pouvoirs et la rupture d'une barrière pour sauver sa sœur, ce qui l'a conduit dans un camp militaire où il a été interrogé par des officiels.
Puis il se souvient avoir été attaqué par ce monstre ailé dans le bus. Et maintenant, sans aucun soutien, il s'est retrouvé à travailler comme accompagnateur dans un bar. À travers tout cela, une chose est claire, il doit maîtriser ses pouvoirs et devenir plus fort, quoi qu'il arrive. Il se concentre intérieurement, puisant dans un noyau doré de pure puissance concentrée. Ce qui est bien, car ce travail implique apparemment de réaliser certains fantasmes très spécifiques de clients. Et certains de ces fantasmes sont bien plus intenses que d'autres, pour dire les choses poliment. Pendant ce temps, dans une arrière-salle, une mystérieuse femme avec une pipe se prélasse, sentant que quelque chose ne va pas. Et un gros plan sur cette nouvelle patronne révèle qu'elle essaie d'identifier une présence inconnue. Quand Dudu surgit soudainement, surprise de voir sa supérieure, Sœur Hong, arriver. Elle rapporte que le bar va bien, ils ont juste embauché un nouveau petit frère, car il manquait de personnel. Mais Sœur Hong l'interrompt, exigeant de savoir si quelque chose d'important s'est produit dans la ville. Dudu révèle immédiatement des infos majeures sur des pics d'énergie psychique et une mystérieuse file gelée. Satisfaite du rapport, Sœur Hong lui ordonne de découvrir l'identité de la fille immédiatement. Écoutant de loin, Yeshiki réalise que ce bar est en fait une opération de renseignement. À ce moment précis, les instincts de Sœur Hong s'éveillent et elle fait tournoyer sa pipe. Elle se tourne avec un regard noir, exigeant de savoir qui écoute sa réunion privée. Et les yeux de notre garçon s'écarquillent de pure panique, réalisant qu'il vient d'être découvert. De retour dans la salle de bain, il halète, soulagé de ne pas avoir été pris la main dans le sac. Un flash rouge confirme que c'est grâce à ses yeux psychiques qu'il écoutait depuis l'autre bout du bâtiment. Dans l'autre pièce, Dudu en mode chibi est totalement confuse par l'éclat soudain de sa patronne. Sœur Hong plisse les yeux, reliant les poings et posant des questions sur cette nouvelle personne qu'ils ont embauchée. Dudu la regarde, un peu nerveusement, confirmant que oui, il y a un nouveau gars. Le lendemain à midi, elle se dirige joyeusement dans le couloir pour chercher Frère Ye pour le déjeuner. Dudu jette un coup d'œil dans sa chambre avec un sourire très enthousiaste, demandant si son nouvel employé préféré est réveillé. Mais au lieu de dormir, elle trouve Yeshiki en pleine pompe, l'air complètement déconcerté par l'intrusion. Son cerveau court-circuite immédiatement, passant en mode yeux en cœur devant son physique. Une femme de culture, je vois. Sans aucune hésitation, elle se précipite sur lui en exigeant de toucher, en voyant notre garçon en pleine retraite, paniqué. Essaye ensuite de jouer la carte de la décontraction, prétendant qu'elle l'invitait juste à déjeuner, mais ce regard ne concerne pas la nourriture. Yeshiki tente d'établir des limites dignes des ressources humaines, l'avertissant que harceler un collègue est une mauvaise idée. Dudu ricane, l'accusant d'avoir appris de mauvaises choses après seulement une nuit de travail. Il essaie de la faire sortir pour qu'il puisse s'habiller, tandis qu'elle reste là, les yeux couverts, ne trompant absolument personne. Puis l'ambiance change complètement quand elle demande s'il a utilisé ses pouvoirs pour espionner la réunion à côté. La fête est finie. Notre garçon est absolument coincé, son choc aux yeux écarquillés confirmant chaque mot qu'elle vient de dire. Il essaie immédiatement de faire l'ignorant, agissant de manière innocente et confuse, mais c'est une défense hilarante et faible. Dudu le plaque contre le mur, arrêtant le jeu et révélant qu'elle sait que ce bar est une agence de renseignement. Maintenant qu'elle connaît ses yeux psychiques, elle l'immobilise et exige de connaître ses intentions réelles. D'en haut, elle clarifie qu'ils ne le menacent pas, ils essaient de le recruter pour ses compétences en renseignement. La première pensée de Yeshiki est de perdre sa liberté, alors il pose la question à 1 million de dollars. Puis-je dire non? Elle semble sincèrement choquée qu'il les refuse, insistant sur le fait qu'il est parfait pour leurs affaires louches. Mais il expose son véritable objectif, il veut devenir plus fort et entrer dans la dangereuse zone restreinte, pas être un espion. Il la remercie pour son aide mais précise qu'il ne peut pas rester ici pour toujours. Avec ses yeux qui brillent, il explique qu'il a une raison qui l'oblige à partir, même si cela signifie risquer sa vie. Dudu recule étonnamment, disant que tout le monde dans leur secteur d'activité a des secrets qu'ils ne partagent pas. Dudu lui donne une piste solide, une zone restreinte récemment nettoyée où il peut chasser des monstres pour de l'argent. En cadeau d'adieu, elle lui lance un téléphone propre, promettant qu'il n'est pas sur écoute, ce qui est une chose hilarante à devoir préciser. Il est préchargé avec ses numéros et ceux de Lily, une invitation permanente à revenir s'il change d'avis. Yoshiki lève les yeux, appelant son nom avec une soudaine gravité qui la prend au dépourvu. Cela envoie immédiatement Dudu en mode yeux en cœur, pensant qu'il reste mais il est juste là pour dire merci, brisant ses rêves instantanément. Elle laisse échapper un tss déçu, ses espoirs de garder son nouveau jouet préféré complètement anéantis. Puis notre garçon prend une pause, baigné dans une lueur divine, et jure qu'il reviendra. Le drame ne s'arrête jamais avec ce gamin. Sa promesse résonne sur la ville alors qu'il part, un contraste frappant avec sa panique antérieure du « ne me touche pas ». Pendant ce temps, Dudu et Lily le regardent partir, réfléchissant à la façon dont leur entreprise de renseignement louche a créé une petite famille étrange. Maintenant seul, Yeshiki vérifie sa carte, réalisant que ses pouvoirs ont stagné et qu'il a besoin d'un vrai défi pour devenir plus fort.
Avec une concentration renouvelée, il décide que la zone restreinte 77 est sa seule option. Il y va, quel que soit le risque. Quelques heures plus tard, il arrive dans une ville isolée et enneigée, grouillant d'autres psychiques et aventuriers. Notre garçon marche à travers la foule, ressemblant en tout point au voyageur solitaire en mission. Une vue d'en haut révèle que cet endroit est un hub pour les psychiques de haut niveau, se préparant à piller la zone restreinte pour trouver des trésors. Soudain, un bras massif se referme sur son épaule, et un énorme type lui demande s'il est en solo. Ce nouveau gars, arborant une tresse bleue très intense, écoute Yeshiki expliquer qu'il est là pour chercher du travail. Cet homme présente son équipe, dit qu'il est capitaine de classe C, et demande à Yeshiki quel est son rang. Yeshiki fixe, traitant l'entretien d'embauche soudain au milieu d'une rue gelée. Avec un scan rapide, ses yeux psychiques révèlent les niveaux de puissance de toute l'équipe, un mélange de rangs D et C. Et puis il lâche la bombe, admettant au capitaine de classe C qu'il n'est qu'au niveau E gênant. Ce capitaine explose complètement de rire à l'idée d'une recrue de bas rang dans une zone interdite. En réponse, les yeux psychiques de Yeshiki s'enflammant d'une lumière dorée et menaçante. Ce capitaine ressent une poussée de puissance soudaine et pense que c'est la sienne, ce qui est juste adorable. Mais au lieu de cela, il obtient une vision psychique d'un monstre araignée terrifiant sur le point de lui sauter dessus, qui fait pendre des accessoires de fête très désagréables juste au-dessus de sa tête. Cette vision devient bien trop réelle, lui montrant qu'il regarde droit dans la gueule affamée de la créature. Il en sort en sueur et s'excusant auprès de son écrou sa panique soudaine. Mais Yeshiki a tout vu, réalisant que ce gars est un lâche qui abandonnerait son équipe. Avec ces renseignements recueillis, notre garçon se retourne simplement pour partir sans dire un mot, poussant le capitaine à crier qu'il va dans la mauvaise direction. Il pointe ensuite de l'autre côté, disant à un faible comme lui de rentrer chez lui. Yeshiki le remercie pour son inquiétude, mais précise qu'il y va coûte que coûte. Cette déclaration envoie toutes les squads dans une nouvelle série de rires hystériques. Alors qu'il s'éloigne, Yeshiki dit qu'il préfère mourir seul plutôt que de faire équipe avec un capitaine qui fuit le danger. Ce capitaine est complètement pris au dépourvu, exigeant de savoir de quoi il parle. Notre garçon hausse simplement les épaules, lui disant de supposer qu'il est là pour mourir, car pourquoi ne pas être dramatique? Le regardant partir, l'équipage marmonne sur le caractère étrange de ce gamin, laissant le capitaine complètement silencieux, son ego profondément blessé. Seul à nouveau, Yeshiki sait qu'il n'est pas de taille, il est rang E dans une mer de rang D. Et il réalise que n'importe quelle équipe l'utiliserait comme bouclier humain, donc ce sera en solo. Sans équipe prête à l'accepter, Yeshiki décide d'affronter la zone restreinte tout seul. Il se rappelle les infos de Dudu sur l'épaisse brume en forme de dôme qui recouvre toute la zone. Les chasseurs de trésors appellent les zones de brouillard moins dense l'entrée, son seul moyen d'avancer. Alors que d'autres équipes ont du matériel coûteux pour ça, notre garçon est coincé avec une boussole et 0 argent. Heureusement, ses yeux psychiques sont le seul équipement spécial dont il aura jamais besoin. Sa vision coupe à travers le brouillard, mais il repère immédiatement quelque chose bougeant au loin. C'est un démon de brume, une créature de rang D qui ne s'attaque supposément qu'aux personnes perdues. Donc, tant qu'il garde son calme et marche en ligne droite, il devrait être parfaitement bien, en théorie. Cette zone engrouille, mais comme les infos le suggéraient, il le laisse tranquille pour l'instant. Mais alors l'un des démons tourne la tête, sentant quelque chose approcher rapidement. Au lieu d'attaquer, la créature prend la fuite, fuyant une menace beaucoup plus grande. Cette menace s'avère être un camion rempli de chasseurs de démons qui pilent soudainement. Leur capitaine leur crie de s'arrêter, les yeux écarquillés par l'alarme. Son équipe est totalement confuse, demandant à leur capitaine Wulei quel est le problème. Il a détecté une fluctuation de puissance étrange à proximité, la confondant avec une possible illusion. Après un moment de tension, ils s'en vont, laissant un Yeshiki terrifié caché juste hors de vue. Il se souvient de l'avertissement de Dudu selon lequel se faire attraper ici sans licence signifie l'isolement. Notre garçon laisse échapper un souffle tremblant, soulagé d'avoir réussi à rester caché de la patrouille. Juste au moment où il se détend, ses yeux psychiques captent autre chose, un texte rouge brillant dans l'air. C'est une liste de règles bizarres pour la zone, incluant ne pas pleurer et se laver les mains. Quel genre d'endroit est-ce? Yeshiki réalise que ses yeux psychiques peuvent lire les règles flottantes de la zone. Cela lui donne un immense regain de confiance, pensant qu'il peut simplement suivre la liste et se promener indemne. Il commence à les mémoriser, la première règle étant ne pas attaquer ses semblables, un classique. Notre gars poursuit son périple solitaire à travers les rues désertes et enneigées de la ville. Juste au moment où il remarque que la brume se dissipe, un signe que le vrai danger est sur le point de commencer. Une bête sombre aux yeux rouges luisants émerge du brouillard, prête à bondir. Et sa réaction est exactement celle qu'on attendrait d'un type qui vient d'entrer dans une tanière de monstres. Cette chose est censée être un monstre de rang D, un prédateur féroce prêt pour un repas,
Il se met en garde, couteau en main, préparé pour un combat à mort contre le loup massif. Cette créature allait bruyamment, la bave coulant de ses crocs, ayant l'air absolument terrifiante. Pendant une seconde, parce que le grand méchant loup est en fait un gros husky tout doux, remuant la queue comme s'il venait de voir un nouvel ami. Le cerveau de Yeshiki court-circuite complètement, incapable de traiter ce changement soudain de l'horreur à la comédie. Pourtant, il reste sur ses gardes, se rappelant que tout ce qui vit ici est une menace, même si c'est mignon. Les deux se font face dans un face-à-face tendu, ou du moins, l'un d'eux pense que c'est tendu. Puis le chien se roule simplement par terre, brisant complètement toute illusion de danger restante. Notre gars finit par accepter que cette créature n'est absolument pas agressive, juste de bizarrement amicale. Il se demande si c'est juste un husky ordinaire et aléatoire qui a erré dans une zone mortelle. Ce bon toutou reste assis là, la langue dehors, attendant clairement autre chose qu'un combat, quand une idée lui vient en tête en se souvenant du steak qu'il a emballé dans son sac. Il sort la nourriture et les yeux du husky se transforment en cœur. Mystère résolu, il avait juste faim. Il propose le steak et la bête soi-disant terrifiante devient complètement folle pour l'obtenir. Notre gars essaie toujours de se convaincre que cette chose est une machine à tuer secrète, ce qui est immédiatement contredit par le husky qui fait un joyeux salto arrière pour sa collation. Et avec ça, Yeshiki retire officiellement sa déclaration. C'est juste un chien, stupide. Yeshiki dit au chien de profiter du repas, qui était en fait sa propre réserve pour le voyage. Sa bonne action pour la journée accomplie, il fait signe au revoir et continue son chemin. Mais le husky a d'autres plans, finissant immédiatement son repas et trottinant juste derrière lui. Il essaie de chasser son nouvel ombrage, mais la queue ne cesse de remuer. Quand il demande s'il le suit sérieusement, le chien lui fait un signe de tête très enthousiaste. Un scan rapide avec ses yeux psychiques révèle la vérité, c'est un loup-démon de rang C qui tente de former un pacte. Ce titre de loup-démon le fait rire, mais il réalise qu'un partenaire pourrait être une bonne idée. Un accord est conclu. Le loup obtient le nom de Xiaobai et de la nourriture, et Yeshiki obtient un compagnon loyal. Ailleurs dans la ville, une autre équipe de chasseurs parle de trouver un artefact rare. Leur chef les avertit que les trésors ici valent des milliards et ne seront pas faciles à trouver. Son compagnon plus pragmatique dit qu'ils peuvent juste vendre des parties de monstres et des herbes pour de l'argent à la place. Ce chef leur dit de se taire. Juste au moment où une règle de zone apparaît, ne pas insulter les autres. Juste à temps, un pic d'énergie massif jaillit du sol, empalant presque le gars. Il s'écrase contre une sorte de bouclier invisible, la force du coup faisant craquer l'air lui-même. Levant les yeux, il voit que l'attaque provenait d'un parapluie électrifié brillant. De toute chose, ce chasseur atterrit sur ses pieds, complètement nerveux, alors qu'il fait face à ce nouvel agresseur invisible. Cette arme parapluie mystérieuse est laissée fumante sur le trottoir fissuré, un coup de semonce très clair. Leur chef se remet debout, réalisant qu'il a dû dire quelque chose de mal pour déclencher cette attaque. Ses deux coéquipiers sont juste figés dans un silence stupéfait, ne recevant clairement pas assez pour ça. Il commence immédiatement à paniquer de ne pas avoir de barrière de sécurité pour survivre aux punitions de la zone. Ce chauve s'inquiète qu'un monstre puisse juste sortir, ce qui est un psychique, ce qui est un point juste. Son copain rétorque, demandant sarcastiquement s'il prévoit de se lier d'amitié avec la faune locale. Mais ensuite, le premier gars pointe quelque chose au loin, changeant complètement de sujet. Leur capitaine demande à savoir ce qu'il regarde, avant de le voir lui-même et de simplement s'arrêter. Ce coéquipier encapuchonné le fait taire immédiatement, lui disant de baisser la voix. À travers leurs jumelles, il voit une silhouette encapuchonnée prier sur un squelette, tout en fouillant ses vêtements. Cette personne mystérieuse cuisine maintenant, au-dessus d'un feu, avec un loup-démon, scandant sur le respect mutuel. Ce chasseur chauve note que le gars est tout seul et n'a même pas de barrière protectrice activée. Son partenaire ajoute l'évidence, il se détend tranquillement avec un monstre juste à côté de lui. Leur chef rassemble le tout. Une robe noire, le contrôle des monstres et des rituels étranges. Et ils arrivent à la seule conclusion logique, il doit être un disciple de Dieu. Depuis leur perchoir sur le toit, les trois observent, complètement convaincus de leur folle théorie. Pendant ce temps, Yeshiki grille simplement de la viande, disant à son nouveau chien de ne pas baver sur la nourriture. Ces chasseurs débattent de leur prochaine étape, se demandant si ce fils divine, rumeur, est immunisé contre les règles de la zone. Leur capitaine décide sagement de ne pas attaquer quelqu'un avec un passé si mystérieux et puissant. Le plan est donc de simplement s'asseoir et d'observer, car leur chef est expérimenté pour ne pas se faire tuer. Yeshiki finit de griller des steaks pour son nouvel ami, qui est très prêt pour le dîner. Mais le bon toutou se transforme soudainement en Cujo, grognant contre une menace invisible dans la neige. Avec un rugissement massif, quelque chose explose hors du sol, juste devant eux. C'est un monstre scorpion, géant et brillant, et notre gars est compréhensiblement un peu paniqué.
Ce méchant de classe C est un fouisseur embusqué, connu pour faire disparaître ses victimes sans laisser de traces. Yeshiki se prépare, sachant qu'il est complètement dépassé par cette nouvelle arrivée. Ce scorpion plane au-dessus de lui, ses griffes massives prêtes à le transformer en purée fine. Il réussit une esquive agile, sautant par-dessus le monstre alors qu'il essaie de l'embrocher. Xiaobai lève les yeux juste à temps pour voir le dard du scorpion arriver droit sur lui. Ce dard s'abat, mais le loup est déjà en mouvement, évitant de justesse l'attaque. En un éclair, Xiaobai se transforme en sa véritable forme de loup-démon, dominant le champ de bataille. Maintenant brillant d'une rage rouge vif, le husky autrefois moelleux a l'air prêt à mettre cette chose en pièces. Yeshiki fournit la motivation ultime, agitant un steak et promettant un festin pour une victoire. Et le terrifiant loup-démon commence immédiatement à haleter comme un chiot heureux. Les priorités, les gars. Avec la promesse de nourriture qui l'alimente, Xiaobai lance une attaque féroce sur le scorpion. Ces deux monstres de classe C s'affrontent dans un tourbillon de griffes et d'énergie, déchirant le paysage. Xiaobai prend l'avantage, enfonçant ses dents directement dans l'exosquelette dur du scorpion. Ce loup accentue son avantage, accablant le scorpion avec une force brute pure. Réalisant que la défense du scorpion est trop forte pour une victoire rapide, Yeshiki décide de donner un coup de main. Ses yeux psychiques s'enflammant de flammes dorées, cherchant le point faible caché du monstre. Sa vision psychique se concentre sur le cœur du scorpion, un point faible bleu brillant juste dans son dard. Yeshiki crie le plan de match, disant à Xiaobai de viser l'articulation finale de la queue. Avec une cible verrouillée, Xiaobai se lance sur le scorpion comme un missile motivé par un steak. Les crocs du loup se serrent fort, s'enfonçant profondément dans le dard blindé du monstre. Dans une démonstration brutale de puissance, il arrache simplement toute l'arme du corps du scorpion. Notre gars est sur la touche à applaudir comme un fier papa de chien. Un papa de chien très très efficace. Mais la victoire est de courte durée, car le dard sectionné explose avec un éclat d'énergie bleue. Xiaobai est projeté par l'explosion, mais le scorpion est officiellement désarmé. Après un hurlement triomphant, Yeshiki félicite son partenaire pour un travail bien fait. Juste au moment où il célèbre, ses sens s'enflammant. Ils ont eu un public tout ce temps. Pendant ce temps, les observateurs sur le toit perdent la tête, convaincus qu'il est un marionnettiste trop faible pour se battre. Leur capitaine essaie toujours de faire fonctionner sa théorie du disciple de Dieu, avec ce nouvel angle de marionnettiste. Ce chasseur chauve sent une opportunité, suggérant qu'il lui saute dessus pour une prime rapide. Juste à ce moment-là, Yeshiki apparaît directement derrière eux sur le toit avec un décontracté « Salut les ». Tous les trois chasseurs sursautent absolument, le capitaine bégayant de pur choc. Notre gars les regarde calmement, mentionnant cette petite théorie du marionnettiste qu'il vient d'entendre. Ces deux sbires essaient de l'évaluer, notant qu'il est seul. Enfin, un gars et un chien, de toute façon. Leur leader ressent une poussée soudaine de courage, soulignant que c'est 3 contre 1. L'un d'eux se moque de son équipement bon marché, le traitant de moins que rien, tandis que son copain exhorte à la prudence. Yeshiki sue à grosses gouttes, espérant désespérément qu'il n'attaque pas, alors que la première règle de la zone clignote dans son esprit. Le monologue intérieur de Yeshiki est une crise de panique totale, réalisant que ces types pourraient le tuer, avant même que la zone ne le punisse. Même avec son loup démon, il sait qu'il est mort contre 3 psychiques de classe C. La justice post-mortem n'aide pas beaucoup. En bas, le chasseur principal agrippe son couteau brillant, prêt à affronter le type mystérieux sur le toit. Son esprit cherche un plan, certain que ces voyous ne connaissent rien à la règle de sécurité la plus basique de la zone. Alors il tente le bluff ultime, s'avançant avec un décontracté. « Vous ne savez pas qui je suis ». Cela court-circuite complètement le cerveau du capitaine, qui est maintenant plus convaincu que jamais qu'il est un disciple de Dieu. Son copain au bandana n'y croit pas, pensant que notre gars joue juste les durs. Mais le chasseur chauve perd complètement les pédales, terrifié à l'idée d'être anéanti par un apôtre divin. Et juste comme ça, toute l'équipe incline la tête, demandant respectueusement le nom de son excellence. Depuis son perchoir, Yeshiki leur donne une leçon d'étiquette de base, exigeant qu'il se présente d'abord. À l'intérieur, il fait un tour d'honneur, son petit fantôme intérieur hurlant quel génie il est pour cette ruse. Ce chasseur au bandana, Zhao Sixi, s'exécute immédiatement, se présentant formellement ainsi que son talent psychique. Yeshiki le coupe simplement avec un tonitruant silence. Zhao Sixi est complètement déconcerté, bégayant sur ce qu'il a pu dire de mal. Notre gars pose ses conditions, il a vu la dague, donc maintenant Zhao Sixi doit survivre à une attaque pour être pardonné. Il dit ensuite à Zhao Sixi de rester là et de se taire, alors qu'une nouvelle règle de zone apparaît commodément. Zhao Sixi se prépare au combat, totalement confus sur la raison pour laquelle Yeshiki ne bouge même pas. Soudain, une fissure d'énergie apparaît sur le sol juste à côté de lui, le système de punition de la zone s'active. Une lance d'énergie massive jaillit du sol, l'empalant directement à travers la poitrine. Il est projeté en arrière, éliminé non pas par Yeshiki, mais par les règles mêmes dont il ignorait l'existence.
Zhao Cixi se serre la gorge, complètement déconcerté par l'attaque qu'il croit être venue de Ye Shiqi. Son capitaine fait une crise de nerfs totale, convaincu qu'ils viennent de se battre avec un utilisateur de magie des mots de niveau S. Pendant ce temps, Ye Shiqi exulte intérieurement à propos de son bluff, puis en rajoute en demandant qui veut passer ensuite. Ces deux autres chasseurs tombent immédiatement à genoux, suppliant de pardon, tant pis pour les durs à cuire. Avec un dernier regard intimidant, Ye Shiqi leur dit simplement de déguerpir. Et ils sont partis, le capitaine portant littéralement son subordonné blessé alors qu'il s'enfuit en courant. En les regardant battre en retraite, Ye Shiqi expire enfin, admettant pour lui-même qu'un vrai combat aurait été sa fin. Il se tourne vers Xiaobai et promet un dîner de viande grillée, car un bon toutou mérite une bonne récompense. Ailleurs, les chasseurs terrifiés rehornent vers une base plus établie. Un Zhao Cixi guéri fait irruption dans une salle, impatient de rapporter ce qui est arrivé à son seigneur. Ce nouveau chef, un gars avec une coiffe fantaisie, demande nonchalamment quelles informations sont si importantes. Zhao Cixi se lance dans son rapport, affirmant qu'ils ont rencontré un maître mystérieux qui était au moins de niveau A. Maintenant intéressé, le patron s'assoit et exige une description complète de ce prétendu puissant. Il décrit un homme masqué qui commande un loup démon, concluant qu'il doit être un disciple de Dieu. Cette théorie fait bondir le chef, maintenant désespéré de trouver et de confirmer cette personne légendaire lui-même. 4 jours plus tard, au plus profond de la zone restreinte, les bruits de bataille résonnent à travers la neige. Un contrôle rapide révèle que Xiaobai a été occupé, passant au rang de loup démoniaque de rang B. Ye Shiqi note fièrement le gain de puissance de son partenaire, confiant qu'il peut maintenant gérer un crocodile de classe B. Et voilà notre gars, en plein milieu du combat, chevauchant le monstre alligator massif, comme s'il s'agissait d'un bronco fou. Ce crocodile réplique avec une griffe massive infusée d'énergie, frappant fort pour le désarçonner. Depuis son perchoir dans l'arbre, Ye Shiqi ordonne à son loup, maintenant apparemment nommé Simba, d'attaquer le ventre du Gator. Il note que bien que Simba ne soit pas exactement un génie, il est assez intelligent pour suivre des instructions de base à mordre ça. Et le bon toutou lui donne immédiatement raison, enfonçant ses crocs profondément dans le flanc du crocodile. Ye Shiqi se souvient ensuite d'une règle de zone. Ne pas toucher une bête démoniaque pendant plus de 3 secondes, donc ses rêves d'une monture loup sont officiellement morts. Pendant ce temps, au-dessus du champ de bataille, un aigle massif tourne, clairement à la recherche de quelque chose. À travers ses yeux, un observateur repère l'homme encapuchonné et son loup démon, confirmant l'emplacement de la cible. Un nouveau chasseur, avec un équipement de haute technologie, rapporte que le pouvoir du gars semble contrôler les choses à distance. Soudain, un pilier massif d'énergie rose jaillit à proximité, captant l'attention de toutes les squads. Leur chef spécule qu'un artefact interdit vient peut-être d'apparaître, juste à côté de leur cible, disciple de Dieu. De retour au sol, Simba se tient triomphalement au-dessus du monstre crocodile maintenant très mort. Ye Shiqi lève les yeux, complètement hypnotisé par le faisceau de lumière géant et sinistre dans le ciel. Il se demande immédiatement si un trésor légendaire est à prendre, son Gator mort déjà oublié. Imaginant qu'il n'y a pas de rivaux autour, il décide d'aller vérifier, parce que ça marche toujours bien. Avec un aboiement joyeux, Simba suit son maître à travers l'étrange forêt, rose vers la lumière mystérieuse. Après avoir marché pendant ce qui semble une éternité, Ye Shiqi réalise à quel point cette zone restreinte est immense. Mais ses pensées sont interrompues quand Simba pousse un hurlement d'avertissement, sentant un danger devant. Se dressant au-dessus d'eux se trouve un serpent de pierre colossal, aux yeux rouges luisants, plonce la source du faisceau d'énergie. Cette chose irradie simplement une énergie de « vous ne passerez pas », son corps de pierre crépitant de puissance. Ye Shiqi le reconnaît comme le serpent noir, un gardien, et sait qu'ils n'ont jamais affronté quelque chose d'aussi fort. Il est totalement acculé, réalisant non seulement qu'il est trop faible, mais que même son loup de rang B est désespérément dépassé. Alors Ye Shiqi tente son coup ultime, offrant au colossal gardien de pierre un beau steak juteux. Et l'œil du monstre ancien et terrifiant scintille simplement d'un intérêt authentique. Notre gars pense immédiatement qu'il y a de l'espoir, car apparemment la corruption alimentaire fonctionne sur les horreurs interdimensionnelles. Ailleurs, le scanner de l'autre escouade de chasseurs confirme que le pilier rose est un artefact de niveau A. Leur chef, un gars avec des lunettes très sérieuses, ordonne à son équipe de se préparer à s'en emparer. Il les avertit que la zone crée des monstres conscients pour garder ses trésors, donc pas de relâchement. Juste à temps, un essaim de créatures insectes sombres jaillit du sol pour bloquer leur chemin. Ce capitaine crie qu'ils arrivent alors que toute son équipe charge vers l'avant dans la mêlée. Avec ses yeux brillants, il crie à tout le monde de libérer leur pouvoir psychique et de percer. Cette équipe est un mélange sauvage de capacités, des griffes de dragon aux filles cha en passant par un mec juste incroyablement musclé. Ils ont même leur propre loup démon à 3 têtes, parce que bien sûr qu'ils en ont un. Ces chasseurs commencent immédiatement à trancher et à découper les monstres insectes avec des lames d'énergie colorées. L'un d'eux taille à travers la horde comme un couteau chaud dans du beurre, laissant le chaos dans son sillage.
Ayant ouvert la voie, l'équipe saute dans la forêt d'obsidienne, le cercle intérieur de la zone. Mais leur capitaine est immédiatement pris en embuscade en plein vol par un serpent vert brillant massif. Il déchaîne un rayon d'énergie dévastateur qui s'écrase dans le mur de roche juste à côté de lui. Un coéquipier identifie la menace de niveau A comme un python des enfers avec des attaques corrosives. Rendant les choses bien pires, il voit toute une armée de monstres se rassembler sous eux. Ce capitaine ordonne à son équipe d'avancer alors que l'un de ses membres se transforme en une bête énorme pour combattre un serpent. Mais la bête est déjà en difficulté, le serpent rugissant après lui pour qu'il se remette sur ses pieds. Leur loup à 3 têtes se recharge, chaque tête crépitant avec un élément différent. Il déchaîne un triple rayon de chaos élémentaire pur sur l'essaim d'insectes en dessous. Cette explosion combinée perfore un trou massif directement à travers la horde de monstres. Leur chef leur crie d'avancer pendant qu'il tient la ligne seul. Et par tenir la ligne, il entend se lancer dans un concours de regards avec un serpent acide géant. L'une des filles chats bondit pour une frappe désespérée contre le python des enfers. Mais la queue corrosive du serpent fouette s'écrasant directement sur leur homme loup. Il mord tout simplement en retour, enfonçant ses crocs profondément dans la forme énergétique du python. Ce gars a une sérieuse fixation sur le mordant, défiant le serpent à un concours de mastication. Ce python le projette facilement, mais l'homme loup refuse de lâcher prise. Pendant ce temps, l'épaule du capitaine se dissout littéralement à cause du gaz empoisonné du python. Il regarde en arrière pour voir son escouade se faire absolument submerger par des monstres. Et ce ne sont pas juste des insectes. Toute une ménagerie d'horreur afflue pour rejoindre la fête. Ce leader admet enfin qu'il a peut-être, vous savez, légèrement sous-estimé la zone mortelle. Alors il fait truc héroïque et abandonne simplement son équipe pour aller chercher l'artefact lui-même. Il est confiant que ce mur de monstres arrêtera tous les rivaux. Quel chic type. De retour avec notre gars, un éternuement soudain interrompt la paix. Quelqu'un dit définitivement du mal. Il commente avec suffisance la bataille distante, se demandant pourquoi il n'utilise pas simplement du steak. Simba donne un aboiement enthousiaste, parce que la nourriture est toujours la réponse. Et les voilà, marchant juste devant le serpent de pierre géant, qui se stampe maintenant simplement. 5 heures plus tard, Yeshiki attend, l'air complètement indifférent. Cette forêt de pierre est bien plus vaste qu'il ne le pensait, et l'artefact est encore à des kilomètres. Soudain, un minuscule scorpion brillant surgit devant lui et le prend par surprise. Et ce petit gars évolue instantanément en un monstre colossal de classe A, nommé Scorpio. Au lieu de paniquer, notre garçon est ravi de trouver enfin un adversaire à sa taille. Son idée géniale est de l'apprivoiser, car qui a besoin d'un plan quand on a un steak? Il déchaîne alors sa botte secrète, la légendaire attaque barbecue en plein sur son visage. Cette terreur de classe A est totalement déconcertée par ce morceau de viande volant. Mais bon, une nourriture gratuite reste gratuite, alors il attrape le steak et commence à le dévorer. Et comme ça, l'hostilité disparaît. Le pouvoir de la viande grillée est invincible. Le scorpion géant est maintenant son nouveau meilleur ami, réclamant des snacks qu'il n'a pas. Ses yeux se posent alors sur Simbas, et Yeshiki comprend que son loup est au menu. Il essaie désespérément de négocier, promettant un futur barbecue s'il épargne son petit frère. Après un moment de réflexion, le scorpion s'enfuit directement dans le sol. Avec un grondement final, il disparaît complètement, les laissant là, seuls. Notre garçon est furieux, le monstre vient de faire un mange et tire-toi. Il s'assoit avec Simba, admettant que les monstres de rang A sont peut-être un peu complexes. Yeshiki compare la situation à perdre un Baozi en essayant d'éduquer un chien. En entendant ça, Simba pousse un petit gémissement triste, se sentant clairement visé. Il doit maintenant expliquer à son loup démoniaque de rang B que ce n'était qu'une métaphore. Yeshiki dit à son ami de pierre que la viande est finie, donc c'est l'heure de la soupe. Simba le regarde bizarrement et notre garçon demande ce qui ne va pas avec son compagnon à fourrure. Avec un aboiement soudain, le loup lui signale quelque chose qui tombe du ciel, c'est Scorpio. Et le monstre de classe A dépose négligemment un cochon entier à leurs pieds, un cadeau pour son pote. Notre garçon réalise que le scorpion n'a pas juste fui, il est allé chasser. Ne sous-estimez jamais un gourmand. Ailleurs, à la source de la colonne d'énergie, nous trouvons l'artefact interdit de rang A, une porte massive. Une nouvelle équipe de chasseurs arrive, Schleff leur ordonne de déchiffrer les règles de l'artefact. Ce groupe a des noms de code comme 3 de cœur et valet de carreau, on dirait une main de poker. Leur chef confirme que l'énergie psychique irradiant de la porte est au moins de rang A. L'un des membres, un type avec un marteau géant, suggère de défoncer la chose, expliquant que la force physique est inutile contre les règles d'un artefact. Ce type au marteau argue que puisqu'ils ne connaissent pas les règles, ils devraient tenter quelque chose. Un autre membre, le 5 de trèfle, accepte et décide de tester la porte avec son pouvoir main de fer. Il libère une rafale d'énergie massive, frappant la porte de pierre avec ses poings luisants. Elle ne bouge pas d'un pouce, absorbant complètement l'attaque sans une égratignure.
Toute l'équipe se tient là, dans un moment chibi aussi gênant que silencieux. Leur chef leur rappelle, avec suffisance, qu'ils venaient juste de dire que la force brute ne servirait à rien. Mais bon, au moins leur petite cascade a confirmé que l'artefact n'est pas agressif. Il ajoute joyeusement que s'il l'était, leur coéquipier serait déjà mort. Super pour le moral. Sans autre idée, ils décident de continuer à titiller la porte pour découvrir les règles par élimination. Leurs tentatives sont interrompues par une alerte indiquant que quelqu'un arrive. C'est Yeshiki qui arrive enfin avec une pose arrogante, comme pour dire « je suis là ». Il débarque dans la scène chaotique, remarquant avec nonchalance que l'endroit ne semble pas très paisible. L'un des chasseurs le repère avec ses 2 animaux et suppose immédiatement qu'il a de mauvaises intentions. Le gars hurle à travers la clairière, exigeant de savoir qui est ce type. Notre garçon garde son calme, prétendant qu'il est juste là pour regarder. Un passant totalement... Le chef d'équipe ne se laisse pas faire et ordonne à son groupe de ne pas le croire. Il fait un calcul rapide et très erroné, pensant que ses 6 membres peuvent gérer les 3 de Yeshiki. Il interprète mal la situation, pensant que Yeshiki hésite par peur d'eux. Convaincu qu'il attend des renforts, toute l'équipe se prépare à lancer une attaque préventive. Le chef donne l'ordre final, avec la confiance déplacée d'un homme sur le point d'être laminé. Yeshiki évalue calmement leur rang, demandant s'ils sont sûrs de vouloir l'attaquer. Mais le chasseur hurle que les artefacts appartiennent aux plus forts en chargeant. Notre garçon a l'air sincèrement ennuyé, leur donnant un dernier avertissement avant qu'ils ne le regrettent. Il l'ignore complètement, et le type au marteau bondit pour le premier coup. À cet instant précis, le sol explose alors que Scorpio jaillit pour défendre son maître. La mâchoire du chef tombe, réalisant que ce gamin a un familier démoniaque de rang A. Alors que Scorpio surplombe l'équipe terrifiée, Yeshiki leur rappelle qu'il leur avait dit de ne pas attaquer. Un message système terrifiant annonce que Scorpio est entré en mode chasse. Yeshiki scelle leur destin en expliquant qu'une fois la chasse lancée, même lui ne peut plus l'arrêter. L'équipe de poker est figée dans une terreur absolue, face à face avec un monstre de rang A. Soudain, leur chef cherche la discussion, insistant sur le fait qu'ils ne sont que de simples braconniers. Yeshiki demande calmement pourquoi, dans ce cas, ils étaient si agressifs une minute plus tôt. Il mentionne nonchalamment qu'il est certain d'avoir entendu quelqu'un menacer de le tuer. Le type au marteau commence à rétropédaler, riant nerveusement d'un malentendu. Leur chef lui donne une claque sur la tête, exigeant qu'il montre du respect et appelle Yeshiki senior. Le type passe en mode faillot, s'inclinant et devinant que notre gars est là pour le superbe artefact. Yeshiki répond par un, on peut dire ça, froid et évasif, appréciant visiblement son pouvoir. Il désigne la porte lumineuse, demandant si c'est bien l'énigme qu'ils essaient de résoudre. Le chef explique avec empressement qu'ils sont bloqués et qu'elle ne bouge pas d'un iota. Dans un élan de lâcheté, il offre l'artefact à Yeshiki, appelant cela le destin. Mais les pensées de son équipe révèlent leur plan, laisser le senior faire le sale boulot pour voler les gains. Yeshiki voit clair dans leur jeu, sachant qu'ils ne font que tâtonner sans comprendre les règles. Ils devinent qu'ils attendent, qu'ils déverrouillent l'objet pour surgir et rafler la mise. Décidant de jouer le jeu, ils pensent qu'il ferait mieux de connaître leur nom d'abord. Ils se tournent vers le chef et lui demandent de se présenter. Le type se présente comme Wang Wu, l'as de pique, un épéiste psychique de rang B. Yeshiki trouve le nom trop générique, décidant de vérifier d'une manière ou d'une autre. Wang Wu répond par un oui enthousiaste, tout heureux comme un chiot. Yeshiki lui donne un test simple, 10 secondes pour résoudre combien font 1 plus 1. Wang Wu transpire à grosses gouttes devant le problème mathématique le plus difficile au monde. Yeshiki déclare sa réponse fausse, promettant une punition pour cet échec. Le temps écoulé, notre gars révèle que le test servait juste à confirmer son nom pour activer les règles. Une décharge soudaine d'énergie violette jaillit du sol frappant Wang Wu pour son erreur. La force de l'attaque l'envoie valser à travers la plateforme. Son équipe se précipite vers lui, totalement choquée par cette agression soudaine. L'un des sbires interpelle Yeshichi, exigeant de savoir ce qu'il fabrique. Notre gars renvoie la question avec ironie, car il a déjà 5 coups d'avance. Il dénonce leur plan minable d'utiliser sa personne comme cobaye pour l'artefact. Wang Wu est sans voix, réalisant qu'il a été pris la main dans le sac. Un autre équipier tente de jouer les idiots, insistant sur le fait qu'il n'avait aucune intention cachée. Ignorant leurs excuses, Yeshiki propose 3 options, partir, l'aider ou... La 3e option est simplement mourir, ce qui restreint pas mal les choix. Il leur donne 10 secondes pour décider, le temps presse. L'équipe panique immédiatement, ne voulant pas renoncer au prix. Wang Wu ordonne aux 5 de trèfle de monter la garde, en utilisant son nom de code. Cela déclenche à nouveau la règle. Il faut répondre quand on est appelé, ce qui foudroie le pauvre gars. Cette fois-ci, le 5 de trèfle est mis KO par le système de défense de l'artefact. Yeshiki regarde, notant que leur phase de supplication est officiellement terminée. Dans un retournement hilarant, toute l'équipe est à genoux, se rendant et promettant de partir pour toujours. Le groupe de poker d'étal fuyant l'artefact dans une panique totale. Wang Wu est stupéfait. Yeshiki peut utiliser les règles qui bloquent l'humanité depuis des siècles.
Sa conclusion brillante est qu'on ne peut absolument pas se permettre de se mesurer à ce gamin. Et voilà, ils sont partis, laissant Yechiki et Simba seuls dans la clairière enneigée. Notre garçon avoue à Simba qu'il est content qu'ils aient fui. Les effrayer était plus simple que se battre. Pourtant, il ne peut nier le sentiment rafraîchissant de manipuler les règles à sa guise. Reste le vrai problème, comment emballer une porte de pierre magique géante. Il décide d'examiner les règles de près, mais Simba se met soudain à aboyer comme un fou. Yeshichi demande ce qui ne va pas, au moment où une nuée sombre obscurcit le ciel. D'un tourbillon de chauves-souris, un nouveau challenger apparaît, se présentant comme le 17e croyant. Ce nouveau type mystérieux donne son nom avec un sourire suffisant, Raven. Notre gars reconnaît immédiatement les croyants de Dieu, comme un groupe terroriste notoire. Raven explique que son organisation est là, car un artefact de rang A est trop beau pour être ignoré. Il ajoute avec suffisance que personne ne peut partir avec sans connaître les règles secrètes. Il continue son petit cours, prévenant que les chasseurs de démons seront sur ses traces s'il réussit. Yeshiki le défie, notant qu'il ne semble pas très intéressé par l'artefact pour quelqu'un d'aussi inquiet. Avec un rire sinistre, Raven révèle que l'artefact n'était qu'un bonus. Sa vraie cible, c'est Yeshiki. Notre garçon est complètement pris au dépourvu par ce tournant soudain et très personnel. Un scan système révèle le pire. Le niveau de puissance de Raven est incalculable. Yeshiki comprend instantanément que ce type est au moins A+, voire rang S. Raven commence son discours de méchant, identifiant correctement Yeshiki comme un rang B faible. Ne perdant pas de temps, Yeshiki ordonne à Simba de passer en mode combat. Le loup bondit tandis que notre gars réalise que l'ennemi possède une capacité d'analyse. De son perchoir, Raven note la même chose sur Yeshiki, une courtoisie professionnelle sans doute. Simba charge dans une tempête d'énergie sombre et de feu, prêt à le mettre en pièces. Mais Yeshiki crie soudain un avertissement à son compagnon, ce qui n'est jamais bon signe. Avec un hurlement furieux, Simba tente de libérer une attaque sonique contre la menace aérienne. C'est inutile, une pluie d'énergie violette étouffe le loup depuis le ciel. Le pauvre ne peut que rugir alors que l'assaut incessant le cloue au sol. Simba est violemment frappé par l'attaque, incapable de bouger sous la pression. Raven se moque du loup qui se surestime avant de l'envoyer valser dans les airs. Puis il invoque un ver de roche géant de sa cape, disant à la bête stupide de dégager. Le ver croque immédiatement Simba, l'écrasant dans une décharge d'énergie noire. Et comme ça, Simba se désintègre, laissant Yeshiki regarder avec horreur. Raven plonge en disant qu'il ne peut pas manger le barbecue gratis, alors il va protéger le gamin. En dernier recours, Scorpio surgit du sol, et Yeshiki le supplie de ne pas échouer maintenant. Mais les yeux de notre garçon s'écarquillent de choc, comme s'il venait de voir l'inattendu. Le dard de Scorpio surgit d'en bas, interceptant parfaitement l'attaque en piqué de Raven. C'est au tour de Raven d'être cloué sur place, son sourire figé par l'incrédulité. La contre-attaque percute la falaise avec une force dévastatrice, pulvérisant tout. Raven est frappé par le dard, son visage suffisant se fissurant enfin. Son esprit est en miettes. Ce gamin peut contrôler un démon de classe A. De plus, il réalise que le dard est empoisonné et doit immédiatement détoxifier. Toute la zone explose dans une déferlante d'énergie noire suite à la contre-attaque. De la fumée, Raven admet sa défaite pour le moment, ce qui signifie « je m'en vais ». Et il disparaît, laissant Yeshiki et son scorpion violet géant victorieux. Sa dernière réplique est une menace classique de revenir montrer ce qu'un fidèle de Dieu peut faire. Se tournant vers son démon, Yeshiki le remercie chaleureusement pour cette aide providentielle. Il vérifie immédiatement ses autres compagnons, inquiets pour leur sécurité après ce combat brutal. L'équipe va bien, Simba, Scorpio et même le ver blindé sont prêts à repartir. Notre garçon est ému, promettant de ne jamais oublier comment ils ont risqué leur vie pour lui. Le méchant parti, il revient au prix principal, cherchant comment ramener cette porte géante. Soudain, son insight spécial s'active, lui permettant de voir les règles cachées de l'artefact. La condition est révélée, il faut juste lire un poème à la porte. Sérieusement, quel secret! Il commence donc à réciter des vers anciens sur les portes et les rivières. La porte de pierre commence à craquer et à trembler, réagissant à son récital improvisé. Même Yeshiki a l'air surpris que cela fonctionne si facilement. La porte vole en éclats, brillant d'une puissance immense, alors que le poème déverrouille le sceau. Il médite sur le fait que la règle est simple, c'est juste que plus personne ne lit de poésie. Se rappelant les conseils de Nana, il pose sa main sur la porte, prêt à infuser son énergie. Il canalise son énergie psychique directement dans la porte pour réclamer son prix de classe A. Une minute plus tard, il est KO au sol, donc ça s'est bien passé. Notre garçon est totalement vidé, réalisant qu'il a gaspillé sa dernière goutte de pouvoir pour rien. Il admet que côtoyer des psychiques plus forts lui a donné un ego démesuré sur ses capacités. Ses réserves de rang E ne suffisent même pas à chatouiller cet artefact, le laissant vaincu. Soudain, nous coupons sur un autre gamin en sweat rose, appelant ses animaux pour s'amuser. Ce nouveau gars trébuche ou se fait mal, lâchant un petit « aïe » au sommet d'une falaise. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres, des alarmes hurlent dans une base militaire. À l'intérieur, les scientifiques paniquent face à une montée d'énergie dans le module 7. Une femme aux cheveux roux flotte dans une cellule de confinement, crépitant d'énergie brute.
Un vieil homme, grand-père Mou, observe à travers la vitre, sentant un lien étrange. Ses yeux s'ouvrent, brillant d'une lueur rose intense. Elle est officiellement réveillée. Grand-père Mou est extatique, appelant Schwanger et disant qu'elle est enfin consciente. Schwanger est désorienté, demandant à son grand-père ce qui se passe et où ils sont. Un type à l'air sévère intervient, les informant qu'ils sont invités au camp militaire. Avec un déclic, elle réalise qu'elle connaît ce type d'avant. Il se présente comme Yang-Hu, un chasseur de démons, prenant une pose de playboy. Mais elle ne se laisse pas faire, exigeant qu'il paie pour la voiture détruite lors de ses chasses. Yang-Hu est réduit au silence, son numéro de beau gosse s'effondrant totalement. Alors qu'elle demande à sortir, il lui dit de regarder en bas, il y a une raison à sa quarantaine. Schwanger se réveille dans sa cellule, prête à en découdre. Le sol sous elle est brisé par un réseau de glace, à sa grande confusion. Yang-Yu explique qu'elle a un nouveau pouvoir de glace, mais qu'elle n'est pas encore stable. Elle fait immédiatement le lien avec la pierre qu'il lui a lancée. C'était donc ça. Regardant le chaos givré, elle réalise enfin que c'est son œuvre. Il lui dit de se calmer et qu'ils lui expliqueront tout plus tard. Et d'un clic, la porte de son congélateur est scellée pour son propre bien. Dehors, Yang-Yu appelle pour signaler son réveil et obtenir une lecture de puissance. L'analyse préliminaire la classe rang A et ils doivent la cacher aux croyants de Dieu. Il promet solennellement de tout faire pour la protéger de ces fous. Le lendemain se lève, apportant plus de neige avec lui. Schwanger est surexcitée, ayant atteint le rang A+ rien qu'en faisant une sieste. Maintenant qu'elle a des pouvoirs, sa première pensée est de protéger quelqu'un nommé 17. Grand-père Mu est inquiet, lui demandant de se concentrer sur sa récupération d'abord. Soudain, leur conversation est interrompue par le son de quelqu'un qui approche. C'est Yang-Hu, arrivant avec un choix vestimentaire douteux, demandant comment elle se sent. Elle répond qu'elle est prête à chercher son petit frère, maîtrisant déjà ses nouveaux pouvoirs. Mais son expression devient sombre, disant qu'il a quelque chose d'important à lui dire. Naturellement, elle demande ce qui arrive, totalement ignorante de ce qui l'attend. Au lieu de répondre, il met son grand-père sur le grill, demandant pourquoi il n'a pas encore dit le secret. Grand Mou regarde la scène d'un air sombre, tandis que Yang-Gu s'apprête à annoncer une très mauvaise nouvelle. Il explique qu'ils ont localisé le 17e croyant et que pour sa sécurité, elle doit être transférée à la cité Sept. Mais Schwanger refuse de partir, exigeant de savoir pourquoi il ne cherche pas son frère disparu, 17. Yang-Gu devient très sérieux, affirmant que sa coopération est obligatoire car elle représente une menace majeure si elle reste en liberté. Elle est totalement déconcertée et lui demande ce qu'il veut dire par là. Au lieu de répondre, il lui assène un coup de poing. Une façon radicale de se faire comprendre. Ses pouvoirs se manifestent instinctivement. Une vague d'énergie glacée jaillit de ses mains pour se défendre. Cette explosion de glace bloque facilement son poing, prouvant à quel point ses nouvelles capacités sont incontrôlables. Son bras est gelé, mais il affiche une satisfaction sombre, comme si c'était le but recherché par ce test. Schwanger est sous le choc, fixant ses mains et se demandant ce qu'elle vient de faire. Il lui explique que même si elle semble avoir le contrôle, son pouvoir de classe A+ est instable et pourrait déraper. Elle reste sans voix, commençant enfin à comprendre le danger qu'elle représente. Puis il joue sur la corde sensible, affirmant que c'est aussi pour la sécurité de son frère, tout en montrant une photo de Yeshiki. Elle et son grand-père sont stupéfaits, exigeant de savoir où se trouve 17 en ce moment même. Yang-Hu révèle que sa dernière position connue était à l'extérieur de la zone restreinte 77 et qu'il a disparu depuis. Cette nouvelle l'anéantit. Son frère était réellement en dehors de la zone restreinte. Il confirme que c'est étrange et lui tend les dossiers d'enregistrement officiels pour le prouver. Un flashback lui revient alors qu'elle réalise que 17 peut quitter la zone restreinte. Ce qui change tout. Il tente de les rassurer, disant que les recherches sont en cours, même s'ils ne l'ont pas encore retrouvée. Cédant enfin, elle accepte de partir pour la ville, mais à 2 conditions. Schwanger pose sa première condition. Si elle arrive à maîtriser ses pouvoirs, elle deviendra chasseuse de démons. Quant à sa deuxième exigence, bien plus importante, son expression devient mortellement sérieuse. Elle leur ordonne de mobiliser toutes les ressources possibles pour retrouver son frère, Tin, et assurer sa sécurité. Nous revenons 18 heures en arrière pour voir Yeshiki, en sweat à capuche rose, tomber sur une immense porte lumineuse. Notre garçon et ses animaux observent le portail tourbillonnant, lui notant avec sagesse que ça a l'air un peu dangereux. Il fait un rapide contrôle de sécurité en contournant l'objet, confirmant qu'il ne s'agit que d'une porte flottante. La curiosité piquée, il active sa perception spéciale pour comprendre la nature de cette chose. Son pouvoir révèle les règles de l'artefact. C'est une porte spatiale, un téléporteur personnel lié à son âme. Trouvant les règles plutôt sûres, il se dit pourquoi pas et tend la main pour la toucher, une erreur classique. Mais il hésite, réalisant qu'il devrait probablement choisir une destination avant d'activer le téléporteur lié à son âme. Trop tard, la porte commence à absorber l'énergie de sa main sans aucune permission. Son bras est complètement aspiré dans le portail, qui semblait avoir une petite fin. Aussitôt, la porte se referme violemment, emprisonnant son pouvoir à l'intérieur. Le tout disparaît, ne laissant qu'une minuscule étincelle d'énergie et 2 animaux très perplexes.
Cette petite boule d'énergie file au loin, survolant un vaste paysage enneigé. Elle entraîne Yeshiki dans sa course, à une vitesse qui met ses vêtements en lambeaux. Elle semble viser une cible précise, l'attirant droit vers un bâtiment. Elle s'écrase directement sur lui, le réveillant en sursaut avec un choc douloureux. Désormais fusionné avec, il se tient l'épaule, plus contrarié par chemise ruinée qu'autre chose. Assis dans une chambre inconnue, notre garçon n'a qu'une question. Où diable est-il? Yeshiki tente de reconstituer les faits, se souvenant de l'endroit auquel il pensait avant de se téléporter. Soudain, une femme aux cheveux violets en peignoir entr'ouvre la porte, se demandant qui fait tout ce bruit. Ses yeux s'écarquillent d'horreur alors qu'il réalise qu'il est à Hong Langman. La femme est tout aussi choquée, l'appelant Seventeen et souhaitant la bienvenue à son petit frère. Notre garçon perd totalement les pédales. Il pensait à l'endroit, pas au lit de sa sœur du haut. Elle, en revanche, est folle de joie et se jette sur lui pour le serrer dans ses bras comme un miracle. Il tente désespérément d'expliquer la situation alors qu'elle l'étouffe d'affection. Mais elle balaie ses paroles, affirmant que c'est sa maison et qu'il est libre d'aller et venir, ce qui n'aide pas du tout. En dernier recours, il lui dit qu'elle est clairement ivre et qu'elle hallucine son retour. Son petit sourire malicieux suggère qu'elle ne croit pas une seconde à cette excuse. Puis elle sort une paire de menottes, sans poser la moindre question sur ce nouveau développement. Tout en essayant de le menotter, elle soutient que c'est Louis qui a l'air en piteux état. Son plan machiavélique est de l'enchaîner au lit pour voir s'il sera toujours là au matin. Une logique imparable. Yeshiki est maintenant menotté et contemple l'abîme de ses choix de vie désastreux. Sans autre option, il crie pour que sa porte de téléportation s'ouvre, priant pour que cela fonctionne. Un immense portail rose jaillit immédiatement des menottes, répondant à son appel désespéré. La pièce est illuminée par sa sortie de secours, au grand étonnement de sa sœur. Et voilà, il a disparu, laissant derrière lui une seule menotte vide et un hoquet de confusion. Elle se gratte la tête, décidant que ce n'était qu'une hallucination due à son immense manque. Pendant ce temps, son portail se referme ailleurs, laissant derrière lui une mystérieuse boîte rose lumineuse. Yeshiki atterrit en tas, se plaignant que son nouveau pouvoir de téléportation est un enfer pour sa garde-robe. Debout à moitié nu dans une ruelle enneigée, il décide qu'il doit investir dans des vêtements anti-téléportation. La caméra prend du recul, montrant à quel point il est seul et sous-habillé dans cette ville. On passe à un hélicoptère militaire survolant le blizzard au-dessus de la cité Sept. À l'intérieur, Schwanger découvre sa première vue aérienne, un peu dépassée par tout ça. Elle avoue que c'est son premier vol, n'ayant vu un hélicoptère qu'une seule fois lors d'une évasion il y a 7 ans. Yang-Hu explique qu'ils doivent voler car les villes se verrouillent la nuit, quand les monstres sont plus actifs. En regardant en bas, elle voit les murs massifs protégeant la ville, grâce à une organisation appelée la veille nocturne. Il détaille ensuite les différents métiers de la veille nocturne, comme les gardiens qui patrouillent sur les murs. Il y a aussi les chasseurs de démons, son équipe, qui vont dans les zones restreintes pour traquer les monstres. Leur mission principale est le contrôle de la population monstrueuse, pour les éliminer avant qu'ils ne causent des problèmes. Vous avez aussi les prétecteurs de route, qui gardent le transport terrestre et les lignes d'approvisionnement. Enfin, les chercheurs de savoir, une bande de scientifiques qui étudient les artefacts interdits dangereux. Ces recherches sont aussi périlleuses que désamorcer une bombe et ils enseignent aussi à l'Académie des capacités. Schwanger est emballé, décidant qu'être une combattante de première ligne comme Yang-Hu est le métier le plus cool. Il bombe le torse immédiatement, lui disant d'oublier les formalités et de l'appeler Frère Hu, très efficace. Jouant le jeu, elle demande à Frère Hu de lui parler de sa fantastique équipe de chasseurs de démons. Mais son sourire s'efface totalement quand il admet être le bleu du groupe, le moins expérimenté de tous. Car son équipe est composée d'un type aux yeux bandés, d'une fille en robe à froufrousse et d'un gars tatoué au visage.